Fondelatte raconte. Christophe Fondelatte. Qui a tué Pierre et Gabrielle Labrelle en 2001 à Thann, en Alsace? Dans cette histoire, on met un peu de temps à le comprendre. En revanche, on sait très vite de quoi ils sont morts. On les a empoisonnés. On les a empoisonnés avec de l'arsenic, un poison très utilisé au 19e siècle et au début du 20e siècle, mais totalement tombé en désuétude depuis. Cette histoire réhabilite donc l'arsenic comme arme d'un crime. Pour le débrief, je serai avec l'avocat Thierry Moser, célèbre pour avoir défendu Christine et Jean-Marie Villemain dans l'affaire Grégory et qui, dans ce dossier, était avocat de la partie civile. Vous trouverez son interview dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Fondelatte. Pardon, mais c'est une histoire qui commence par des vomissements. Une mamie de 64 ans qui s'appelle Gabrielle Labrelle et qui, le soir du 9 octobre 2001, chez elle, à Thann en Alsace, se met à dégobiller tripes et boyaux. Une horreur. D'autant que la pauvre femme se vide aussi par le dessous. Je vous passe les détails. Et des douleurs abdominales épouvantables. Entre deux spasmes, Gabrielle hurle. Heureusement, son mari Pierre est là, à ses côtés. Mais pas longtemps. Car voilà qu'une heure plus tard, il se met à dégobiller lui aussi. Et à ressentir les mêmes douleurs insoutenables au ventre. C'est à ce moment-là qu'arrive leur fils cadet, Arnaud. « Papa, maman, qu'est-ce qui vous arrive ?»« Je ne sais pas. Une intoxication, je pense. Excuse-moi. » Il faut appeler le SAMU. C'est déjà fait. Ils vont pas tarder à arriver. Pierre et Gabrielle Labrelle se retrouvent tous les deux à l'hôpital. Vous avez toujours mal, madame? Oh, c'est pire que jamais, docteur. Et alors? J'ai un goût bizarre dans la bouche. C'est probablement une intoxication alimentaire. Vous avez mangé ce soir? Oui. Il était quelle heure? Vers 8 heures. Et vous vous souvenez de ce que vous avez mangé? Un bibalaskas. Un bibalaskas. Ah, ça vient peut-être du fromage alors. Le bibalaskas, c'est un plat typiquement alsacien. Des pommes de terre, du lard et un mélange de fromage blanc, d'oignons, d'ail et de persil. Le fromage blanc, ça ne peut venir que de là. Bon, on va faire des analyses, hein? Et en attendant, je vais vous mettre sous perfusion pour que vous ayez moins mal et surtout pour vous hydrater. D'accord ? Mais les résultats des analyses arriveront trop tard. Quelques heures après son arrivée, Gabrielle meurt dans de terribles souffrances. Installé dans un autre box, aux urgences de l'hôpital, Pierre Labrelle ne sait pas évidemment que sa femme chérie est morte. Ce n'est pas le moment de lui dire « sa vie ne tient qu'à un fil ». Et dans la nuit, le fil casse. Pierre meurt à son tour. Je comprends pas ce qui s'est passé. Une intoxication alimentaire foudroyante comme ça, j'ai jamais vu ça. Et alors les douleurs de ces pauvres gens. Avant de mourir, le monsieur m'a dit que sa souffrance dépassait tout ce qu'il avait connu jusqu'ici. Je suis d'accord avec toi. Il y a un truc qui va pas. Et en premier lieu, le fait qu'ils soient morts tous les deux à quelques heures d'intervalle. Enfin, c'est incompréhensible. Écoute, on en saura plus quand on aura reçu les résultats des analyses, non ? Et la mort de Pierre et Gabrielle Labrelle est d'autant plus étonnante que jusqu'à ce maudit repas hier soir, ils étaient en pleine forme, tous les deux.
Quelques heures après la mort du couple Labrel, les médecins reçoivent les résultats des analyses. Tu vas pas le croire. Analyse de sang, analyse d'urine, il n'y a rien. Aucune trace d'intoxication alimentaire, rien d'anormal. Rien qui puisse expliquer la mort de ces pauvres gens. J'avoue que là, je suis complètement décontenancé. Et il y a de quoi. Enfin, on ne meurt pas de rien quand on est en pleine santé. Dans les heures qui suivent, l'hôpital prévient la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Et le fils Arnaud est prié d'apporter le pot de fromage blanc qui a servi à fabriquer le Biba Lascas. A priori, rien de suspect. Il n'est pas périmé. Direction le labo. Nous n'avons trouvé dans ce fromage blanc aucune bactérie qui puisse expliquer le décès des deux patients. Strictement aucune. Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus. C'est complètement fou. Ils n'ont mangé que ça, ce soir-là. Que ça. Et donc, ça n'est pas une intoxication alimentaire. Mais alors, si ça ne vient pas du fromage blanc, d'où est-ce que ça vient? Le procureur de la République est prévenu et il décide l'ouverture d'une enquête préliminaire. Il la confie à la gendarmerie. Si ça se trouve, cette affaire est en train de devenir criminelle. La première chose que font les gendarmes, c'est de se renseigner sur les deux victimes, avec une idée en tête. Est-ce que quelqu'un leur voulait du mal? Du mal au point de les avoir empoisonnés. Parce que c'est vers ça qu'on s'oriente dans cette enquête désormais. Un empoisonnement. Gabriel et Pierre, oh, c'était des gens charmants, vraiment. Et puis des gens absolument sans histoire. Croyez-en mon expérience, ça n'existe pas, les gens sans histoire. Il suffit juste de gratter. Alors, grattons un peu. Sur le papier, c'est vrai qu'il n'y a pas de blême dans la vie de ces gens-là. Elle, Gabrielle, était comptable dans une grosse usine chimique de la région et elle avait pris sa retraite à 60 ans pile. Et lui, Pierre, après avoir repris la crêperie familiale, était devenu représentant en droguerie avant de créer une petite société spécialisée dans les cadeaux d'entreprise. Et lui aussi avait pris sa retraite à 60 ans. Il laisse 2 enfants, Florence, 3 enfants, divorcés, et puis Arnaud, le cadet, 27 ans. Que dire d'autre? Pierre faisait son jardin, Gabriel lui mitonnait des petits plats, il s'occupait des petits-enfants, bien sûr, ils avaient des amis, Gabi était impliqué dans la vie associative du village. Un couple de retraités, classique. C'est la conclusion des gendarmes, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le filleul de Gabriel. On vous a dit que c'était des gens sans problème. Sans problème, faut pas exagérer. Il y avait tout de même un gros problème avec Arnaud. Vous voulez dire Arnaud, leur fils? Oui, leur fils. Et c'était quoi le problème, selon vous? Ah ben le problème, c'est qu'il n'en foutait pas une, et qu'il vivait au crochet de ses parents. Je vous l'avais dit, ça n'existe pas, les gens sans histoire. Alors intéressons-nous à Arnaud. Arnaud, au moment où ses parents décèdent, il a 27 ans, 9 ans de moins que sa sœur. Et malgré son grand âge, il joue les tanguis chez papa-maman. Pas tout le temps, mais il y dormait souvent. Il y mangeait aussi. Et il portait son linge, bien sûr. Et il travaille pas, ce gamin, à 27 ans? Ah si. Il est aide-éducateur au collège de Masseveau. Et alors, d'après ce qu'on m'a dit, c'est un passionné de jeux d'échecs. Ça lui prend tout son temps libre. Et d'ailleurs, il aurait créé un club d'échecs au collège. Ok. Jouer aux échecs ne fait pas de vous un assassin.
Ce qui est intriguant en revanche chez Arnaud, c'est que depuis la mort de ses parents, il mène, paraît-il, sa petite enquête personnelle. Et il en a parlé à ses proches. D'après ce qu'il m'a dit, il s'est forgé une conviction. Ce qu'elle vaut, moi j'en sais rien. Mais il pense que ses parents ont été empoisonnés. Je sais qu'il est allé sur Internet. Il pense qu'ils ont été empoisonnés à l'arsenic. Et il m'a dit, s'ils ont été empoisonnés à l'arsenic, ça laisse forcément des traces dans l'organisme, et on pourrait sans doute les retrouver. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Je sais qu'il en a parlé à d'autres. De l'arsenic? Mais quelle drôle d'idée! L'arsenic est un poison d'autrefois. La dernière fois qu'on a accusé quelqu'un d'avoir utilisé de l'arsenic pour tuer, c'était Marie Bénard, en 1949. Et avant elle, Marie Lafarge, en 1839. On aurait donc ressuscité l'arsenic en 2001 pour tuer Pierre et Gabriel Labrel. Ça serait fou. Mais pourquoi pas? Et donc on ressort les prélèvements d'urine et de sang réalisés sur les deux victimes et on les envoie à un laboratoire du Havre. La réponse tombe quelques heures plus tard. Elle est stupéfiante. Nous avons bien trouvé des concentrations importantes d'arsenic dans les urines, comme dans le sang des 2 personnes décédées. Vous venez à l'instant, mesdames et messieurs, d'assister à la résurrection de l'arsenic comme arme d'un crime. En 2001. Sacrée nouvelle. Autant vous dire qu'en 2001, les gendarmes y connaissent que dalle en arsenic. Bon, je me suis renseigné. Figure-toi que l'arsenic, c'est un composant naturel. Il y en a partout. Il y en a dans l'air, il y en a dans l'eau, il y en a dans la terre, il y en a dans les jus de fruits, il y en a dans le riz, dans le poisson, dans les crustacés, dans le café même, paraît-il. Mais pas à dose mortelle, bien sûr. Mais les doses mortelles, où est-ce qu'on peut se les procurer? Il y en a dans la Morora, non? Il y en avait dans la Morora. Mais c'est plus le cas depuis plus de 50 ans. Mais ça se trouve toujours en vente. Mais tu trouves pas ça chez Castorama ou chez le Roi Merlin. Hein. À ce stade de l'enquête, vous trouvez pas qu'il y a un truc surprenant? Arnaud, le fils, qui n'est ni chimiste ni rien du tout d'ailleurs, mène sa petite enquête sur Internet et il arrive à la conclusion que ses parents ont peut-être été empoisonnés à l'arsenic. Le juge ordonne une série d'analyses et on trouve effectivement de l'arsenic dans le sang et les urines de Pierre et Gabriel Labrel. C'est quand même bizarre, non? Comment est-ce qu'il a su que c'était de l'arsenic, alors même que ce poison n'est plus utilisé depuis des décennies? Poursuivons notre raisonnement. Si c'est lui, le fiston, qui a empoisonné ses parents, et l'hypothèse existe, pourquoi diable est-ce qu'il a révélé lui-même que c'était l'arme du crime? C'est comme s'il se jetait dans la gueule du loup. Ça serait débile. Donc, ça n'est peut-être pas le fils. Il faudrait quand même qu'on explore la piste d'un suicide. C'est-à-dire, soit ils se suicident tous les deux d'un commun accord et ils prennent de l'arsenic, soit l'un des deux empoisonne l'autre à l'arsenic et finit par s'empoisonner aussi. Qu'est-ce que t'en penses? T'as raison, c'est une hypothèse. Il faut qu'on perquisitionne chez eux, on va voir si on trouve des traces d'arsenic. Et tant qu'à faire, on n'a qu'à perquisitionner aussi chez les enfants. Hein. Un mois après le crime, les gendarmes débarquent donc dans la maison des parents, avec des experts de la scientifique, et avec Arnaud, le fils. Et là, surprise, la baraque est sans dessus-dessous. Les tiroirs ont été retournés, les placards vidés, il y a des papiers partout sur le sol. Un souk intégral. Dites, monsieur Labrel, venez voir. C'était comme ça, là, ce bordel, quand vos parents ont été amenés à l'hôpital? Ah non, pas du tout. C'est moi. Vous savez, je suis tout seul dans la maison depuis la mort de papa et maman. C'est pas évident, j'ai voulu, comment dire, la dépersonnaliser, quoi.
Voilà, parce que ça m'angoissait. Et j'ai fait n'importe quoi. Il faut dire que depuis la mort de ses parents, Arnaud est complètement déstabilisé. Il est objectivement en dépression. Il a d'ailleurs passé une semaine à l'hôpital psychiatrique. Admettons que c'est pour ça qu'il a fait, comme il dit, n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a de l'arsenic quelque part dans cette maison? Les TIC, les experts de la gendarmerie, passent à l'action. Ils utilisent notamment un aspirateur qu'on appelle le Young-Scan. Il est doté d'une membrane qui recueille les particules chimiques. L'arsenic est un produit très volatile. Il laisse des traces partout où on l'a manipulé. Bon, c'est fini pour ici, il va falloir attendre les résultats des analyses. Maintenant, on va chez vous, monsieur Labrel. Eh oui, le Tanguy a son propre appartement, en coloc, avec un copain. Et donc c'est reparti pour l'aspirateur. Et idem chez sa sœur, Florence. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Si on trouve de l'arsenic chez le fille ou chez la fille, on aura beaucoup avancé. Les deux enfants sont aussi interrogés sur leur emploi du temps le jour de la mort de leurs parents. Commençons par Florence, la fille. Vous étiez où, madame, ce jour-là? Chez moi, toute la journée. Est-ce que quelqu'un peut en attester? Oui, ma femme de ménage. Elle était là, ce jour-là. La femme de ménage confirme. Et la localisation du portable de Florence aussi. Passons à Arnaud. Est-ce que vous êtes passé chez vos parents ce jour-là, jeune homme? Oui, 2 fois. La première fois, il était quelle heure? D'ailleurs, pour quelle raison vous êtes passé chez eux? Il fallait que je récupère une revue d'échecs dont j'avais besoin. Vous aviez prévu de jouer aux échecs le lendemain? Un tournoi? Non. Ok. Et donc vous êtes revenu une 2e fois? Oui. À 22h30, je dirais. Et c'est là que j'ai trouvé mes parents en sale état. C'était incroyable comme ils avaient mal. Et vous avez fait quoi, vous, à ce moment-là? Quand je suis arrivé, le médecin était là. C'est mon père qui l'avait appelé. Et c'est lui aussi qui a appelé le SAMU. Bon, moi, j'ai juste assisté à leur départ vers l'hôpital, quoi. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? J'avais faim, je me suis fait à manger. Et ensuite, j'ai nettoyé. Il y avait du vomi partout, c'était dégueulasse. Je me suis dit que je pouvais pas laisser ça comme ça, quoi. Et après, pour faire tomber un peu la pression, je me suis fait un joint. Ses parents sont mourants. Et lui, il fait le ménage, il se fait à manger, et il se roule un gros buzz. Bien, monsieur Labrel, au regard d'un certain nombre d'éléments recueillis dans le cadre de l'enquête, je vous informe de la décision de vous placer en garde à vue à dater de cet instant pour une durée de 24 heures renouvelable une fois, dans le cadre d'une information pour empoisonnement. Vous avez le droit de prévenir un proche, d'être examiné par un médecin et d'être assisté par un avocat. Les gendarmes sont en train de lui coller la pression. Une grosse pression. Vous me placez en garde à vue? Avec tout ce que je souffre depuis la mort de mes parents? Je trouve pas ça normal, franchement. On vous place en garde à vue, monsieur, parce qu'il y a pas mal d'incohérences dans votre récit de la journée du 9 octobre et notamment de la soirée. Dites-moi, monsieur Labrel, comment ils allaient vos parents, dernièrement? Baf. C'est-à-dire? D'abord, vous devez savoir que ma mère, elle avait un amant. Je pense que mon père, il s'en doutait. Et puis mon père, il avait des problèmes de santé, il était question de l'opérer. Donc il n'avait pas trop le moral. Et c'est pour ça, moi, je pense que la prise d'arsenic, c'est un suicide. Je me dis, mon père allait mal, il a voulu emmener ma mère avec lui pour pas qu'elle reste toute seule, quoi. Bien, partons sur cette hypothèse. Celle d'un suicide.
Comment est-ce qu'à votre avis, votre père a pu trouver de l'arsenic? Bah, avant, il était représentant en droguerie. Il en avait peut-être gardé de cette époque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez convaincant, tout ça. L'hypothèse d'un suicide est réelle. Et donc Arnaud Labrelle est immédiatement libéré. Fin de sa garde à vue. Alors maintenant, eh bien, il faut vérifier l'hypothèse d'un suicide. Et pour ça, il n'y a pas à tortiller. Il faut exhumer les deux cadavres et procéder à une autopsie et à de nouveaux prélèvements. Donc, on sort les deux cercueils du cimetière et on les transporte à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Alors nous avons procédé à des prélèvements notamment de cheveux. Vous devez savoir que la plupart des molécules de type médicaments, drogue ou poison sont en général en partie stockées dans les cheveux. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Un peu sans surprise, nous avons effectivement retrouvé de l'arsenic dans leurs cheveux. Ça, on s'en doutait. Attendez, c'est pas tout. Le cheveu a cette particularité de stocker les produits et aussi la date de leur prise. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et ça donne quoi? Ça donne que Pierre Labrelle a ingéré de l'arsenic pendant 11 mois. 11 mois. Et Gabriel, 4 mois. Et donc ça n'est pas un suicide. On ne se suicide pas à petit feu pendant 11 mois. Et le scénario selon lequel Pierre Labrelle aurait voulu se suicider en emmenant sa femme chérie avec lui ne tient pas non plus, puisqu'il a commencé à prendre de l'arsenic 7 mois avant elle. Alors si ça n'est pas un suicide, eh bien c'est un assassinat. Un meurtre commis par quelqu'un de très déterminé, parce que aller coller de l'arsenic dans les repas du papa pendant 11 mois et de la maman pendant 4 mois, il faut vouloir avoir leur peau. Retour de l'hypothèse du fiston assassin de ses parents. Et alors, docteur, comment est-ce que les parents ne se sont pas aperçus qu'on était en train de les empoisonner? À petite dose, vous savez, l'arsenic n'a pas d'effet immédiat. Il s'accumule lentement dans le corps, mais rien de plus. Mais alors pourquoi tout d'un coup ça devient mortel? Eh bien parce qu'on trouve dans les cheveux la trace d'une prise massive d'arsenic intervenue dans les heures qui précèdent la mort. Et par cette prise massive, on leur a en quelque sorte donné le coup de grâce, vous voyez? L'enquête s'oriente donc plus que jamais vers le fils, Arnaud. Qui d'autre aurait pu entrer chez les Labrelle et les empoisonner pendant des mois à petit feu? Le fils passait presque tous les jours à la maison. Or, si le fils a manipulé de l'arsenic, on va forcément en retrouver dans ses cheveux. Et donc on lui fait un prélèvement. Et tant qu'à faire à sa sœur aussi. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats. On saura très vite si Arnaud Labrelle a empoisonné ses parents. Et si la réponse est oui, quel pourrait être son mobile? Bon, ça se confirme, hein. Ça se passait pas bien entre le fils et ses parents. D'après l'entourage, ils se disputaient beaucoup, de plus en plus souvent. Le père en pouvait plus qu'Arnaud vive à ses crochets, parce que quand même, j'ai regardé les comptes en banque. Hein. Il lui donnait pas mal d'argent, hein. 54 000 francs entre janvier 2000 et septembre 2001. Donc tu calcules 54 000 divisé par 19 mois, mais ça fait quand même plus de 2800 francs par mois. Donc on peut comprendre que le père en ait eu marre. Et donc, d'après ce qu'on m'a dit, il avait fixé un ultimatum, quoi. Il voulait qu'Arnaud quitte la maison avant la date de la Toussaint. La Toussaint. C'est-à-dire 3 semaines après leur mort. Attends. Il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que ça, en effet. Les parents avaient récemment modifié leur testament. On ne peut pas déshériter son fils. Quand les parents décèdent, s'il y a 2 enfants, ce qui est le cas,
Le fiston hérite au minimum d'un tiers de la fortune de ses parents. Et les parents ont parfaitement le droit de donner un tiers à qui ils veulent. Et les époux Labrelle avaient décidé de léguer ce tiers, qu'on appelle la quotité disponible, à leur fille, Florence. Si le fils a assassiné ses parents, goutte d'arsenic après goutte d'arsenic, il est là, le mobile. Et c'est là que tombent les résultats des analyses réalisées sur les deux enfants. Concernant Florence, ils sont négatifs. Elle n'a jamais été au contact de l'arsenic. En ce qui concerne Arnaud, en revanche, on trouve des traces d'arsenic aussi bien dans ses cheveux que dans ses vêtements. et ça veut dire qu'il a manipulé de l'arsenic. Arnaud Labrelle est de retour en garde à vue. C'est n'importe quoi, vos analyses. C'est peut-être quand j'ai nettoyé le vomi que j'ai été intoxiqué. Je vois pas d'autre solution. Il n'a pas empoisonné ses parents. Il le répète 1 fois, 2 fois, 100 fois. Y compris quand le juge le met en examen et l'expédie en prison. Et il ne bouge pas là-dessus jusqu'au procès. Le procès d'Arnaud Labrelle s'ouvre en mars 2005 devant la cour d'assises de Colmar. Florence Labrelle est assise sur le banc des parties civiles. Imaginez ces états d'âme. Son frère est accusé d'avoir empoisonné ses parents. En attendant, lui n'a pas bougé d'un iota. Je ne suis pas responsable de l'empoisonnement de mes parents. Il faut que je vous le dise combien de fois. Sauf qu'on a trouvé sur ses cheveux et ses vêtements la preuve qu'il avait manipulé de l'arsenic. Le témoignage à la barre de l'expert psychiatre est intéressant. Monsieur Labrelle a sans aucun doute une personnalité que je qualifierais de narcissique, raison pour laquelle il considérait que tout lui était dû et qu'il n'acceptait pas que ses parents aillent contre sa volonté. Et raison pour laquelle aussi, d'ailleurs, il est aujourd'hui toujours soucieux de se préserver et probablement incapable d'assumer publiquement son geste. Avec tout ça, les jurés n'ont plus aucun doute. Au terme de 5 jours de procès et de 2h30 de délibéré, il condamne Arnaud Labrelle à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Le max. Il fait appel et il reprend perpète avec un tout petit peu moins de sûreté. 18 ans. Je vous rappelle pour terminer que jugée en 1961 pour 13 meurtres à l'arsenic, Marie Bénard, la bonne dame de Loudun, comme on l'appelait, avait été acquittée. Mais il est vrai que la science à l'époque était bien incapable de trouver des traces d'arsenic dans les cheveux. Je vous ai raconté l'enquête sur l'empoisonnement de Pierre et Gabrielle Labrelle en 2001 à Thann, en Alsace, empoisonnés à l'arsenic pendant des mois par leur fils Arnaud, condamné à perpétuité avec 18 années de peine de sûreté. Et je débriefe cette histoire avec maître Thierry Moser. Vous étiez dans ce dossier l'avocat de Florence, la fille des victimes et de ses enfants à elle. Et je signale au passage la sortie de votre dernier livre aux éditions du Cygne, Mes procès insolite. Donc la sœur d'Arnaud, Florence, est votre cliente. Comment elle gère ça? Le fait que son frère ait tué ses parents? Elle gère très mal. Elle est malheureuse, elle est désemparée. Ses parents ont été assassinés. En plus de ça, la personne qui est l'assassin, c'est un proche, c'est son propre frère, c'est le fils des 2 victimes. C'est une situation absolument insoutenable au plan psychologique et au plan moral.
Et je puis vous dire que, bien que les années aient passé, encore récemment, Florence me disait qu'elle ne se remet pas, ou alors très très difficilement, de cette épreuve absolument atroce et indicible qu'elle a vécue en 2003. Au procès, par exemple, elle se positionne comment? Est-ce qu'elle est dans la haine vis-à-vis de son frère? Non, elle n'est pas dans la haine, elle est dans la recherche de la vérité. Elle a bien compris que Arnaud conteste sa culpabilité. C'est un garçon qui est intelligent, il est roublard, il est rusé, c'est un fin joueur d'échecs et il a des arguments pour sa défense qui ne sont pas inintéressants et qui pourraient effectivement faire illusion dans l'esprit des jurés. Donc, par exemple, quels arguments? Par exemple, quels arguments les avocats d'Arnaud ont fait valoir que c'est lui qui met les enquêteurs sur la piste de l'arsenic, ainsi que vous l'avez excellemment relevé dans votre exposé. Et évidemment, les avocats de déclarer, on ne peut pas imaginer un coupable qui va, donner des bâtons pour le battre aux enquêteurs. Donc, par conséquent, cela démontre cette collaboration avec les gendarmes, démontre une absence de méchanceté, de caractère nuisible. Il est innocent et le doute doit lui bénéficier. Et de ce fait, effectivement, Florence et moi, nous pouvions redouter, au départ du procès, nous pouvions redouter un acquittement au bénéfice du doute. Et j'ai d'ailleurs noté, au début du procès, il y a différents journalistes qui sont là, dans la salle, et pour couvrir le procès, je discute avec certains, et je sens leur hésitation, je sens leur, je les sens prêts à basculer dans le sens, effectivement, préconisé par la défense d'Arnaud Labrelle. Donc je me fais du souci, mais les débats vont rapidement prendre une orientation beaucoup plus intéressante, si je puis dire, pour la partie civile et pour l'accusation. Mais vous, au début du procès, et Florence aussi d'ailleurs, vous êtes sûr que c'est lui? Nous sommes sûrs, mais être sûr c'est très bien, encore faut-il convaincre les jurés, ça c'est une autre paire de manches. Et parmi d'autres arguments, les avocats d'Arnaud venaient dire, mais enfin comment aurait-il pu se procurer l'arsenic, comment aurait-il fait concrètement pour empoisonner pendant plusieurs mois à petit feu? Et il disait aussi, non sans raison, qu'on a beau être un personnage antipathique, peu affable, ça n'est pas pour autant qu'on est un assassin. Ce sont des arguments qui peuvent effectivement impressionner des jurés, raison pour laquelle Florence et moi, nous pouvions au départ du procès redouter un acquittement au bénéfice du doute, bien que nous fussions convaincus de la totale culpabilité de l'accusé dans le box. Il est antipathique donc ? Il est antipathique parce que c'est un garçon qui est arrogant, il est sûr de lui, il est intolérant à la frustration, il est narcissique et il veut absolument imposer son point de vue, il veut être le maître du procès, il veut diriger les débats et il a d'ailleurs, un peu comme le gourou d'une secte, il a su organiser une espèce de comité de soutien qui le soutient, qui se jetterait d'ailleurs au feu pour lui, qui est convaincu de son innocence. Et donc la présence de ce comité de soutien qui se fait d'ailleurs remarquer pendant le procès, c'est assez déplaisant et effectivement cela renforce Arnaud, cela le fortifie dans son attitude d'arrogance face à la cour d'assises. Le comité de soutien, il argumente que c'est possiblement ou probablement un suicide. Le comité de soutien, effectivement, invoque des arguments tout à fait filandreux, tout à fait inconsistants à mes yeux, à moi, fait valoir notamment le suicide, fait valoir ce que je disais à l'instant, l'apparente bonne volonté d'Arnaud face aux enquêteurs, et donc le comité de soutien se présente Arnaud comme un nouveau capitaine Dreyfus, victime d'une erreur judiciaire absolument monstrueuse. Florence, à quel moment est-ce qu'elle comprend que c'est son frère qui a tué ses parents ? Je crois qu'elle le comprend assez rapidement. Je crois qu'elle le comprend dans les 8 ou 15 jours qui suivent donc la disparition tragique des parents. Mais le comprendre intellectuellement, c'est une chose. L'admettre, digérer cela au plan moral et psychologique, c'est autre chose. Et elle voudrait bien elle voudrait bien se tromper, elle voudrait bien faire fausse route, elle voudrait bien que ça ne soit pas
son frère, mais enfin, elle doit comment dirais-je, en revenir à l'évidence, à savoir la culpabilité de son frère, et d'autant plus que celui-ci, vous n'avez pas eu le temps de le dire dans votre exposé, mais dans le temps de l'enquête, Arnaud adopte un comportement assez déconcertant. Il s'introduit nuitamment chez Florence, en venant donc se comporter comme s'il avait trop bu ou absorbé trop de produits stupéfiants. Il va également s'introduire la nuit dans la caserne de la gendarmerie. Il agresse assez régulièrement un gendarme qu'il ne peut pas supporter. Bref, il a un comportement qui est tout à fait déroutant et qui semble démontrer qu'il a des troubles de nature psychologique. Qu'est-ce qui lui met la puce à l'oreille, Florence, avant les résultats des analyses ? Je dirais d'abord son intuition, le fait qu'elle connaît l'animal, si je puis ainsi m'exprimer. Elle connaît donc Arnaud. Elle sait que Arnaud est capable d'une immense méchanceté. Arnaud, c'est le garçon qui n'hésite pas à traiter ses parents plus bas que terre, qui traite sa maman pardonnez-moi, de putain, qui traite son père avec des noms orduriers également. C'est un garçon qui se comporte mal, qui considère ses parents uniquement comme des vaches à lait qui doivent lui verser une rente mensuelle conséquente, vous l'avez dit dans votre exposé, et donc tout ça, elle le sait, elle connaît le caractère emporté et violent, l'orgueil absolument épouvantable de son frère Arnaud, elle le sait, donc elle a son intuition qui la guide sur le chemin de la vérité, et puis alors ensuite, petit à petit, en voyant les progrès de l'enquête, donc elle en arrive à une certitude, mais enfin je rappelle quand même qu'entre le moment où le crime est commis et le moment où Arnaud est mis en examen par le juge d'instruction, il y a quand même plus d'une année qui va s'écouler. À votre sens, Maître Moser, pourquoi est-ce qu'Arnaud refuse d'avouer ? Parce que vous me dites qu'il est intelligent. Je crois que ce que vous avez dit tout à l'heure, donc il comprend très vite que les résidus d'arsenic retrouvés dans ses cheveux et sur ses vêtements le désignent, sans aucun doute. Il ne veut pas avouer parce que certes il est intelligent, mais il est aussi immensément orgueilleux. Il ne veut pas déchoir à ses yeux, il ne veut pas déchoir aux yeux de son comité de soutien. Il ne peut tout de même pas avouer devant ces gens qu'il a roulé dans la farine, qu'il a berné pendant des mois et des mois. Il ne peut pas leur avouer, oui, c'est vrai, je vous ai menti, je suis le coupable. C'est absolument contraire à son orgueil incommensurable, et voilà pourquoi. Et puis alors, c'est aussi, je dirais aussi, ce qui plaît mais ça j'ai mis un peu de temps à le comprendre, ce qui plaît bien à Arnaud, à ce joueur d'échecs redoutable, c'est de jouer au chat et à la souris. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs qu'il fournit parfois des bribes d'informations aux enquêteurs, du moins au début de l'enquête. Ça l'amuse beaucoup de voir ce que les enquêteurs vont en faire, et son petit jeu consiste à dire moi je suis plus intelligent que les enquêteurs, je suis plus intelligent que la justice. C'est une espèce de jeu malsain, le chat et la souris, c'est un peu pervers, et je pense que ceci c'est aussi une composante de la personnalité très, très étonnante de ce garçon. Alors d'où venait ce vieux poison qu'on appelle l'arsenic ? On a supposé que le père en stock qu'il avait conservé de l'époque où il exerçait le métier de commercial en droguerie. C'est une possibilité, c'est une hypothèse. C'est un point qui n'a pas été éclairci dans le dossier. C'était d'ailleurs l'un des arguments de la défense d'Arnaud, bien sûr, qui disait comment est-ce que Arnaud aurait pu se procurer cet arsenic, où aurait-il pu le chercher. Et effectivement, le procès étant terminé, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des failles, et tout cela aurait pu naturellement fortifier la thèse de la défense visant à réclamer l'acquittement au bénéfice du doute. Est-ce qu'on sait où est-ce que lui est venue l'idée de l'arsenic ? Alors là, il faudrait poser la question à Arnaud, mais enfin, vous savez qu'il est décédé voici quelques mois, il est décédé d'ailleurs en prison, voici quelques mois. Donc, comment je ne le savais pas. Vous ne le savez, alors je vous l'apprends, il est décédé il y a à peu près 3-4 semaines, grosso modo, en prison. Donc, comment l'idée lui est-elle venue ? Je n'en sais strictement rien.
Je n'en sais rien. Je pense que son esprit, son état d'esprit, sa psychologie complexe, tourmentée, etc., ça devait, comment dirais-je, l'exciter, l'idée de tuer ses victimes à petit feu, de les voir dépérir. C'est quand même pour un criminel quelque peu pervers et quelque peu vicieux, c'est quand même plus jouissif, pardonnez-moi ce mot-là, c'est quand même plus jouissif que de flanquer un coup de couteau ou de donner un coup de revolver. Là, on a quand même le temps de se régaler, si je puis dire, pendant des mois et des mois, en disant je suis malin, je les empoisonne à petit feu, ils ne s'en rendent pas compte, je suis plus malin qu'eux, je ne serai pas démasqué. Je pense qu'il y a de cela, il y a quelque chose de cela dans le fonctionnement complexe et pervers de son psychisme. Il commence par empoisonner le père et il ne commence à empoisonner la mère que 7 mois après. Oui. Est-ce que, du coup, ça peut amener à penser qu'au début, il ne voulait tuer que son père ? On peut le penser parce que le père résistait à Arnaud qui était exigeant donc au plan financier, vous l'avez bien dit. La maman était beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus accueillante face aux doléances et aux récriminations et aux demandes incessantes de son fils. Elle avait le cœur d'une maman, elle était beaucoup plus sensible. Elle a pu donner de l'argent à Arnaud à l'insu de son mari, donc classique, du père d'Arnaud. Mais enfin, ça c'est classique, on le voit de temps en temps dans les familles. Voilà, dans les familles. Et ensuite, la maman a quand même, comment dirais-je, sous l'influence de son mari, elle a quand même réalisé que c'est une situation absolument intenable, absurde, contre-productive au plan d'ailleurs de l'éducation. C'est pas en pourrissant ces gamins qu'on fait des gamins quelqu'un de responsable dans la vie. Donc je pense qu'elle a compris ça, mais et du coup, elle doit mourir elle aussi, quoi. Pardon ? Et du coup, elle doit mourir elle aussi. Eh bien, elle doit mourir aussi parce qu'elle résiste aussi maintenant à Arnaud. Elle ne veut plus marcher dans la combine. Elle n'est plus l'alliée docile et inconditionnel d'Arnaud. Elle n'est plus utile à Arnaud, donc elle doit aussi disparaître. C'est pas plus compliqué que ça. Le mobile, c'est quoi ? L'ultimatum fixé par le père pour qu'il quitte la maison avant la Toussaint ? Plus le testament modifié au profit donc de Florence. Et je pense que c'est le ressentiment, c'est le désir de vengeance, la haine. Et d'ailleurs, on dit bien la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc effectivement, c'est tout à fait formidable d'empoisonner à petit feu, parce que comme ça, on a le temps de savourer sa vengeance, de la déguster. C'est comme un bon plat. Donc dans un bon restaurant, il faut le déguster, le manger lentement et l'apprécier pleinement. Et ben c'est un petit peu ça. Je pense que Arnaud devait éprouver en voyant donc les effets progressifs de l'empoisonnement sur les parents. L'héritage, il savait, Arnaud, que ses parents allaient le déshériter, le priver de la quantité disponible ? Il l'avait appris peu de temps avant les faits qui nous occupent, effectivement, donc il avait connaissance de cela, qui a pu l'indisposer, ce mot est trop faible, le braquer, le rendre fou furieux, et je pense que c'est à ce moment-là qu'il passe à la vitesse supérieure, et la vitesse supérieure, c'est d'infliger à ses parents une dose massive, donc létale, une dose massive d'arsenic. Et c'est ce qui s'est passé le soir des faits. Si le mobile, c'est en grosse partie la question de l'héritage, Florence, elle se dit pas à un moment que peut-être il aurait pu l'empoisonner elle aussi ? Alors Florence craignait aussi pour sa sécurité à elle. Il y a d'ailleurs, vous avez bien raison, et il y a d'ailleurs des témoins qui ont relaté des menaces faites à Florence. Et Florence était absolument angoissée pour la sécurité, la sienne, celle de ses enfants, celle de sa famille, à tel point que dans les mois qui ont suivi le crime, elle a déménagé dans une autre région française. Il entre en prison en 2001, donc il prend perpète avec 18 ans de sûreté. Sur le papier, il était libérable depuis 2019. Bon, on sait, vous nous dites aujourd'hui qu'il est décédé. Est-ce qu'il a demandé à sortir avant ? Alors, il entre en prison, n'est-ce pas? Le crime se déroule le 9 octobre 2001. Il entre en prison suite à sa mise en examen le 18 mars 2003, ça veut dire 15 mois environ plus tard. Et il va décéder donc après avoir subi 20 ans d'incarcération. Donc il était libérable depuis 2021. Il a déposé une demande ou...
Alors, il attendait, il y avait encore le problème de la période de sûreté, mais comme la Cour de Strasbourg avait réduit à 18 ans, donc il avait gagné 4 ans par rapport au verdict de Colmar. Il était dur. Il était, sur le papier, bien sûr, sous réserve de la décision de la juridiction compétente, il était libérable. Et je dois d'ailleurs vous dire que Florence me contactait assez régulièrement pour me dire, je suis angoissé, que va-t-il advenir, que va-t-il me faire et à mes enfants après sa libération. Et moi, je lui disais, mais enfin, vous savez, il faut quand même, pour obtenir une libération conditionnelle, c'est pas si simple, il y a quand même des conditions légales à remplir. J'essayais donc d'atténuer son angoisse, mais c'est quand même extraordinaire que 20 ans après les faits, cette malheureuse Florence conservait au fond d'elle-même une forte angoisse. À votre connaissance, elle est allée aux obsèques de son frère? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Je pense que Florence est une dame qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup de cœur. Je n'ai jamais vu chez elle de la haine. J'ai vu chez elle de la peine, une peine immense. J'ai vu un désir de comprendre, mais je n'ai pas discerné de désir de vengeance. De là à dire qu'elle serait allée à l'enterrement, je ne le pense pas, mais je suis convaincu que le jour où son frère, elle a appris le décès de son frère, je pense qu'elle a eu pitié de ce garçon qui avait ainsi gâché la vie et des parents, et la sienne, Florence, et la sienne, Arnaud. Vous êtes à la retraite, Maître Moser, c'est ça? Oui, depuis maintenant 3 ans, mais je continue d'être un petit peu actif et j'ai encore différents dossiers qui me donnent du souci, dont je me préoccupe évidemment. Merci beaucoup. Il aurait pas. On tient beaucoup à vos qualités d'avocat, Thierry Moser. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Christophe. À bientôt. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.